L'égalité dans la République, c'est l'égale liberté d'accéder à toutes les places et d'exercer toutes les fonctions sans discrimination. C'est ça l'égalité républicaine. C'est l'égale liberté. L'égale liberté. De ce point de vue-là, la revendication d'une égalité entre les hommes et les femmes est donc éminemment républicaine. De ce point de vue-là, la chose est évidente. Il n'y a pas de république digne de ce nom sans reconnaissance de l'égalité de tous, et donc il n'y a pas de république digne de ce nom sans une égalité reconnue entre les hommes et les femmes. Alors, la chose peut paraître évidente pour une tête républicaine, mais la chose n'est évidente que si on a surmonté un obstacle, malgré tout. L'obstacle consiste à soutenir que la différence entre les hommes et les femmes est une différence d'abord naturelle. Plus précisément encore, et pour dire les choses simplement, au premier abord, la différence pourrait bien relever du corps, dans la mesure où il est évident que le corps est sexué et que par conséquent, dans le champ de l'humanité, le corps d'une femme n'est pas le corps d'un homme. Si on y regarde d'ailleurs d'un peu plus près, le corps féminin a ceci de particulier qu'il est capable d'enfanter, ou en tous les cas, de porter les enfants. Nous venons d'un monde où nous avons pensé longtemps que l'enfantement venait de la fécondation, mais d'une fécondité qui était d'abord masculine. D'ailleurs, je vous soumets cet élément d'étymologie qui fait réfléchir un peu, c'est que spermatozoïde, étymologiquement, peut être traduit comme ça, semence d'un genre de vie. Autrement dit, le terme laisse penser que ce sont les hommes qui se reproduisent, et que les femmes, de ce point de vue-là, sont le creuset qui accueille la semence du genre de vie et qui permet à cette semence de donner ensuite l'enfant. Donc, vous voyez, là, on a une position, en fait. La position consiste à dire que la différence est d'abord une différence corporelle, c'est-à-dire naturelle. Et par conséquent, si on raisonne ainsi, on obtient l'idée que chacun a, dans son existence, une destination qui lui est assignée par sa nature, ici, en l'occurrence, par son corps. Donc si je considère le corps féminin, et si je me dis que ce corps-là est conçu pour porter les enfants et ensuite prendre en charge peut-être la progéniture, j'en déduis une fonction sociale qui est à dériver de ce corps. Autrement dit, nulle question, de ce point de vue-là, d'envisager une quelconque égale liberté d'accéder à toutes les places ou d'exercer toutes les fonctions dans la cité. D'ailleurs, la revendication de l'égalité, de ce point de vue-là encore, apparaît au contraire comme une perversion. Pervertir au sens grec du terme, au sens aristotélicien, c'est détourner un être de sa finalité naturelle. L'œil est fait pour voir. Si je le détourne de cette finalité, je le pervertis. Donc si le corps d'une femme la destine à être d'abord mère, tout ce qui détourne les femmes de cette destination est à proprement parler une perversion. Vous voyez ? Donc la revendication républicaine d'une égale liberté a bien un adversaire. Évidemment. La République en a des adversaires. Et là, il y en a un. L'adversaire, c'est celui qui cherche le fondement de la légitimité du côté de la nature et plus précisément ici du côté du corps. Donc il n'est pas nécessaire de s'étendre plus avant d'ailleurs sur cette thèse-là, puisqu'on observe immédiatement que dans ce que j'ai dit, à aucun moment on a distingué un homme et une femme. En fait, dans ce que j'ai dit, on a distingué des mâles et des femelles. D'ailleurs, on pourrait dire exactement la même chose des castors ou des rhinocéros. Et si je prends l'exemple du castor et du rhinocéros, c'est pas par hasard, c'est qu'il faut déjà avoir un œil très aguerri face à deux rhinocéros pour repérer celui qui est mâle et celui qui est femelle. Moi, je serais bien incapable de le faire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que percevant ces deux corps de rhinocéros, dont l'un serait mâle dans mon hypothèse et l'autre serait femelle, il y a une chose qui m'apparaîtrait, c'est que précisément aucun des deux ne manifeste en aucune manière une quelconque féminité. Donc, cela signifie que si l'on veut distinguer hommes et femmes, il faut cesser de s'interroger sur la distinction mâle-femelle, mais il faut plutôt s'interroger sur la distinction du féminin et du masculin. Alors, je vous soumets une petite expérience. Imaginez par hypothèse que sur un tableau, je trace deux lignes. Une ligne courbe et une ligne brisée. Imaginez à présent que je demande à une personne, voyant ces deux lignes, laquelle de ces deux lignes recouvre le sentiment ou l'impression d'une quelconque féminité. Évidemment, et sans exception, chacun dira que la féminité est du côté de la ligne courbe. On peut faire l'expérience. Or, la ligne courbe n'imite en rien les organes sexuels du corps sexué féminin.
Alors évidemment, on pourrait dire c'est pas vrai parce que la ligne courbe est une espèce de représentation symbolique du corps féminin qui, à l'évidence, possède quelques rondeurs. Oui, enfin, ça se discute. Lorsque j'avais l'âge de mes étudiants et que j'étais encore au lycée, le summum de la féminité dans le cinéma français, c'était Jeanne Birkin. Et alors, Jeanne Birkin, dans le cinéma français, toute féminine qu'elle était, possédait un corps dont les rondeurs n'étaient pas évidentes. Loin de là. Et ça n'altérait en rien sa puissance de féminité. Donc, la distinction de la courbe et de la ligne brisée ne recouvre aucunement la distinction des corps sexués. Par conséquent, la distinction féminité-virilité ne relevant pas du corps naturel, cette distinction relève de ce qui se surajoute au corps naturel, c'est-à-dire de la culture. Et là, on trouve une distinction qui, dorénavant, est devenue courante, la distinction du sexe, le corps sexué, et du genre, la construction sociale. Alors, c'est devenu courant, encore faut-il préciser les choses, parce que s'il s'agit seulement d'une construction sociale, et si la construction sociale elle-même obéit à des mécanismes sociologiques, à l'arrivée, la différence homme-femme se justifie par des mécanismes dans lesquels la liberté n'est pas. Donc, que l'on assigne une place aux individus en vertu d'une première nature qui est le corps, ou en vertu d'une seconde nature qui est le déterminisme social, à l'arrivée, ça ne change pas grand-chose. Donc, peut-être d'ailleurs que celui ou celle qui est attaché à cette distinction, en réalité, est comme le monsieur Jourdain de la comédie. C'est-à-dire qu'il fait de la métaphysique sans le savoir. Parce que si vraiment l'on veut préconiser une modification de la construction sociale, il faut présupposer qu'il y a en nous quelque chose qui ne soit pas déterminé par cette construction. Sans quoi, la construction sociale se substituant à la nature, elle expliquerait mécaniquement les différences qui existent dans la société. Autrement dit encore, je ne peux considérer la légitimité de la mise en question de la construction sociale que si j'affirme une liberté. Une liberté. S'il n'y a pas de liberté de l'être humain, si l'être humain n'est qu'un effet de la nature ou de la culture qui, au fond, n'est rien d'autre qu'une seconde nature, alors l'engagement lui-même, même dans le domaine politique, n'a plus aucun sens. Et c'est la République elle-même qui est mise en question. Donc, la différence que j'évoquais à l'instant de la féminité et de la virilité est certes une différence relevant de la construction sociale, mais si l'on veut penser l'égalité, il faut soutenir qu'elle est une différence fondée sur la liberté du sujet. Il y a un sujet qui s'est engagé dans cette construction, raison pour laquelle il est responsable de cette construction. En l'occurrence ici, vous l'avez remarqué, on obtient immédiatement quelque chose qui éclaire d'assez près la formule de Simone de Beauvoir. On ne naît pas femme, on le devient. Mais on le devient comment ? Simplement par un mécanisme social ? Dans une perspective héritée de la pensée de Sartre, il faudrait soutenir qu'on le devient aussi par un engagement. On le devient aussi par quelque chose qui fait que l'on est responsable du résultat qui est produit, d'une manière ou d'une autre. Il ne s'agit pas ici de faire peser le poids de la responsabilité sur les épaules de ceux qui pâtissent de l'inégalité, mais il s'agit de faire remarquer que lutter contre l'inégalité, c'est présupposer la possibilité pour l'être humain, par un acte libre, de mettre à bas ce qui est injuste et ce qui est inégal. Donc, pour l'instant, on obtient une position républicaine. La distinction du féminin et du masculin se fonde sur la liberté d'un esprit qui surplombe la matérialité du corps. Alors, oui, l'égalité est une égale liberté d'occuper légitimement toutes les places et d'exercer légitimement toutes les fonctions, sans discrimination, en l'occurrence ici, sans discrimination de sexe, mais on a dit que le sexe était secondaire, et sans discrimination de genre, si on veut employer ce terme, puisqu'on vient de dire qu'il ne s'agissait que d'une construction et d'un engagement. Très bien. Alors, on pourrait s'arrêter là, déjà, on a une position républicaine très éclairante. Simplement, avant qu'on ne sait pas, je voudrais vous soumettre un autre élément de réflexion. Dans la première partie, lorsque j'évoquais la prédominance du corps dans la construction sociale, nous voyons l'être humain, nous le regardions comme un corps sans âme. Ou alors, à la rigueur, comme une âme, et comme une âme rivée à un corps, qui plonge cette âme dans la matérialité, dans la nature, qui l'enfouit au point qu'elle n'a plus de liberté. Nous sommes passés ensuite à l'idée d'une féminité construite ou d'une virilité construite par un sujet, d'une manière ou d'une autre, ce qui ne nie pas l'existence des déterminismes sociaux, historiques, culturels, évidemment. Mais comme nous sommes attachés à l'engagement et à l'engagement républicain, nous ne pouvons pas laisser de côté l'idée même de liberté. Mais si l'on s'en tient là, alors on obtient l'idée d'un esprit libre qui est d'abord esprit avant même d'être un corps. Pourquoi pas ? Mais d'un esprit libre, point.
Dans le premier cas, on avait un corps sans esprit. Maintenant, on obtient en quelque sorte un esprit sans corps. Ou, à la rigueur, un esprit qui domine le corps ou qui le surplombe, un peu comme une divinité surplomberait une réalité qui lui est extérieure. Alors, je tiens à vous soumettre encore un élément de réflexion. Et s'il fallait penser le corps aussi, tenir à la fois la liberté de l'esprit et la réalité du corps. Peut-être ici qu'un philosophe nous invite à penser ça, et d'ailleurs c'est celui à qui on reproche en général d'avoir privilégié l'esprit au détriment du corps. Celui qui aurait coupé l'homme en deux et qui aurait été ensuite incapable de penser l'unité de l'homme. Ce philosophe, c'est Descartes, celui qui distingue l'âme et le corps. C'est en même temps celui qui, dans les méditations métaphysiques, nous dit « Je ne suis pas logé dans mon corps, je ne suis pas seulement logé dans mon corps, ainsi qu'un pilote en son navire. » Je forme comme un seul tout avec lui. Il faut que je fasse avec. D'ailleurs, est-ce que, pour employer une formule sartrienne, mon corps n'est pas une sorte de facticité? Vous savez ce que Sartre appelle la facticité? C'est ce qui est indépendamment de notre volonté. Vous voyez, je n'ai pas choisi d'être. C'est une facticité. Je n'ai pas choisi de naître sur tel point du globe. C'est une facticité. Je n'ai pas choisi d'être libre, d'ailleurs. C'est une facticité. Si mon âme, mon esprit se définit par la liberté. Et je n'ai pas choisi d'être corporel. C'est une facticité. Et je n'ai pas choisi le corps sexué, qui est celui avec lequel j'ai surgi dans le monde. C'est une facticité. La facticité ici ne dit pas que le corps est la cause déterminante de ce qui va devenir mon existence. Pas du tout. Bon, nous ne sommes pas en train de revenir au point de départ dans cette espèce de fadaise qui consiste à croire que homme-femme recouvre une simple distinction entre les mâles et les femelles. Pas du tout. Nous sommes en train simplement d'observer que la facticité, c'est pour un esprit l'occasion d'exercer sa liberté. C'est parce que je rencontre la facticité qu'alors j'ai à m'engager. La facticité me rappelle simplement que je ne suis pas comme une âme flottant dans les limbes, désincarnée, qui pourrait surplomber le corps et le fabriquer à sa mesure, simplement à partir de telle ou telle représentation. La facticité m'apprend à devoir prendre en compte la situation qui est la mienne. Il va falloir que je fasse avec d'abord. Donc, si j'envisage ainsi la réalité humaine, c'est-à-dire la réalité d'un esprit qui entre dans le monde en tant que corps, c'est-à-dire si j'envisage le corps non pas comme une espèce de réalité mécanique à côté de l'esprit, mais comme l'ancrage dans le monde de la conscience libre, alors j'envisage l'égale liberté comme l'égale liberté d'être dont le point d'appui est différent, mais dont la liberté est égale. Mais le point d'appui différent, c'est le corps sexué, qui est le point d'appui à partir duquel l'esprit s'élance librement vers le monde et vers les autres. Oublier ce point d'appui, c'est se prendre pour un dieu. Oublier la liberté, c'est se prendre pour une chose. Dans le premier cas, je suis présomptueux. Dans le deuxième cas, je fais violence à la nature humaine. Donc, l'égalité, c'est-à-dire le refus de la discrimination entre les hommes et les femmes, est bien une valeur éminemment républicaine. Puisque la République s'enracine dans l'idée de liberté. Et parce qu'il n'y a pas d'égalité sans égale liberté. Et d'ailleurs, ce qu'on observe, c'est que bien penser cette égalité entre les hommes et les femmes, c'est s'engager dans une voie philosophique. C'est-à-dire dans une méditation qui porte sur l'homme, sur l'être humain, sur les hommes, sur les femmes. C'est-à-dire une méditation qui porte sur la nature même du moi, où l'on retrouve le précepte socratique. Connais-toi toi-même. Et cette méditation nous amène à éviter deux écueils. À éviter le premier écueil qui consiste à considérer un être humain comme une bête sans conscience et sans liberté. Le deuxième écueil consiste à considérer l'être humain comme un dieu qui serait ignorant des entraves du corps. Et je vous remercie de votre attention.